ses parents, ses amis, qui sont là, qui continuent à mourir à petit feu, à cause de cette injustice qui se passe jusqu'à présent. Notre mère est décédée à cause de cette tristesse. Il n'a pas su savoir vraiment la vérité sur Oury Jalloh, ainsi que notre père. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, qui suivra aussi Oury Jalloh? Ses parents sont partis. Nous, les amis, nous sommes là. Je voudrais demander à la justice et à la police, qu'est-ce qu'ils veulent comme preuve maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a tout donné, on a tout cherché, tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont parlé des mêmes choses. Nous, on a cherché, on a envoyé la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? C'est d'avoir plus de morts ou ils ne savent quoi? Si c'est ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à venir maintenant nous nazir, alors c'est plus bien. On en finisse maintenant. Trop c'est trop, on a trop attendu. Il faudrait que ça s'arrête. Alors nous leur disons aussi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Soit que je meurs ou je vis, ou l'initiative Oury Jalloh, il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens qui vont lutter contre l'injustice de la police, l'injustice de la justice, l'inaction pour la vérité. Alors, nous allons tous nous battre pour avoir cette vérité, soit pour Oury Jalloh ou pour le reste du monde. Vraiment, je salue tout le monde, tout un chacun d'être venu, toutes les associations. Vraiment, je vous en remercie. Merci. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Vanessa Thompson, Mitglied in der Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod des Oury Jalloh. Und ich werde jetzt das Statement verlesen, was die Internationale Kommission in Bezug auf das neue radiologische Gutachten und auch den Entschluss des Oberlandesgerichts Naumburg verfasst hat. Ich werde das Statement auf Englisch verlesen und bitte, genau, die es brauchen, dass sie die Möglichkeit haben, die Übersetzung zu hören. Statement of the International Independent Commission on the Death of Oury Jalloh on the new radiological report analysis. The radiological report prepared by the University Clinic at the Goethe University in Frankfurt provides an analysis of medical reports and computer tomographic scans from 2005 and lends crucial scientific observations that will have a profound impact on how we view the case of Oury Jalloh. The report, presented to members of the International Independent Commission on the Death of Oury Jalloh by Professor Dr. Bodelle from the University Clinic at Goethe University, reveals that Jalloh sustained his bone fractures while he was still alive. This raises three types of questions: scientific questions, factual questions related to the timeline of events leading to Oury Jalloh's death, and questions around the investigation into the case. First, the report raises scientific questions. Previous reports solely mention a fracture of Jalloh's nose. The new scientific report shows that Jalloh also suffered the fracturing of septum, anterior base of the skull, and ribs. It further indicates that the soft tissue around the serious bone injuries that Jalloh sustained was inflamed, indicating that the fracturing of Jalloh's nose, his septum, and rib took place while he was still alive, and that these fractures were caused by some external force.
Now this undermines the assumption that the broken bones were due to Jalloh's body being damaged in transport after his death. Second, the report's findings raise related questions about the timeline of events leading to Jalloh's death. This report notes that the injuries Jalloh sustained, if he sustained them while alive, would have meant that he was likely bleeding from the nose and in the upper respiratory tract, was in substantial pain and potentially finding it difficult to breathe, possibly suffering from impaired motor ability, and possibly unconscious. Now it is clear from these assertions that at least one or more of these injuries should have signaled the need to get Jalloh medical attention. Instead, despite being in substantial pain, he was affixed to a mattress at his ankle and wrists and laid on his back, which is a prone position for choking on his own blood if he was indeed bleeding from his nose. Lastly, the implications for this analysis on the previous medical analysis are vital. The recent report was conducted using the medical examiner's report, computer tomographic images, and photographs from 2005. This means that the basic material from which its conclusions were drawn were available since the beginning of the trial. Once it became known that Jalloh had sustained broken bones, it seems a reasonable expectation for the investigation to determine to what degree of probability the injuries occurred while Jalloh was alive, where the assumption was that they could not be the best and only comprehensive scientific analysis of Jalloh's broken bone injuries, and it concludes that he was injured already before his death, that the injuries were caused by external force, and that Jalloh's physical state should have signaled the need for medical attention and prevented him from being bound in 4-point restraints. In addition, the independent medical reports submitted to the Commission from independent forensic experts in the UK, as well as the expert from the Würzburg Commission by the prosecution of Dessau-Rosslau in February 2017, suggest he was not breathing when he burned, giving the normal stress hormone level in his urine and the lack of carbon monoxide in his lifeblood. Considering all these reports together, we get an overall picture of the circumstances of his death that leave a clear case to be still answered. If no other evidence in this case should be a persuasive reason to interrogate the circumstances of Oury Jalloh's death, the scientific evidence should. This is also the reason why we observe the recent decision by the Upper Regional Court of Naumburg, which declined to reopen the special prosecutorial investigation into the Jalloh case, with great concern. The decision does not consider Professor Dr. Budelle's medical report because he did not collect the data, but rather interpreted pre-existing data. However, this is immaterial to the validity of Professor Dr. Budelle's scientific input and the conclusions of this report. Furthermore, the basis for the judgment relies on a series of scientific conclusions and factual suggestions that seem impossible or implausible. First, it relies only on the heat shock theory, established in medical testimony during the trial to explain the lack of soot in Jalloh's lungs and low stress hormone levels. Now, this theory suggests that Jalloh lit a fire, then burned quickly until it reached his nose, and then he moved around very quickly and created bursts of air that fed the flames, which he then essentially snorted, dying instantly. Now, even if this were plausible, his rapid movement would have ostensibly been triggered by fear or pain, which would have raised his stress hormone levels. Given that the heat shock theory is internally inconsistent, the special investigation should investigate evidence of the possibility that Jalloh was burned while unconscious or dead. Together with the new CT scan analysis,
this leaves open important scientific questions which should be taken up by investigation. Second, the Upper Regional Court of Naumburg's decision claims that a second lighter could have existed in the cell, but could have been lost after the event. This presupposition has several implications. On the one hand, there is absolutely no physical or testimonial evidence of a second lighter. The suggestion creates unnecessary confusion and is not based on the facts established in the case. On the other hand, if the Upper Regional Court of Naumburg has reason to believe that such a vital component of the evidence was lost and has no way of knowing whether this has happened, it casts serious doubt on the integrity of the forensic investigation, including the chain of custody. Therefore, if this supposition is to hold any weight, then the indictment goes beyond mere investigatory quality. It actually goes to the heart of the matter. If a second lighter could be removed without being noticed, then logically, the first lighter could be added without being noticed. Given the conclusions of the recent radiological report and the inconsistent reasoning of the decision by the Upper Regional Court of Naumburg, the International Independent Commission on the Death of Oury Jalloh is left with even more questions that require a more thoroughgoing investigation than has thus far been afforded. Thank you, and I would like to call upon the families to come on stage. Good afternoon or good morning. Thank you very much for attending this very important press conference. My name is Marcia Brigg. I'm here representing from the United Kingdom. My brother was Sean Brigg, that died in August 2008 at Brixton Police Station. I'm representing the United Families and Friends campaign from the United Kingdom, which is a national coalition of families whose loved ones have died at the hands of the British state. I'd like to talk about the trauma that it causes to the families, the pain
and suffering that families feel. Families are given decomposed bodies for burial. Families, loved ones' body parts have been removed in many cases, their hearts and their brains. When your loved one dies in state custody, the state seizes the body. And the body belongs to the state and not to the family. It's difficult for the families to have access to the body. How can this be? The first thing a family wants is to see their loved ones. Are they dead? Are they really dead? You know, sometimes families hear about the death by watching on the TV, or hours or even days after the death before the family are informed, by which time a press release has been released by the state, and the initial cover-up has begun unbeknownst to the family. What is really sad is that this is a global issue. Meeting other families here during this 2-day conference has proved to me and to others that we are going through exactly the same pain and suffering, which is completely unnecessary and immoral. Our loved ones are human beings. Death has no colour. It can happen to anybody in this room. We are not able to move on. We are not able to grieve. And these cases go on for years and years and years, and there has never, ever been one successful prosecution of any agents of the state for the killings of our loved ones. Funded. Families do not get automatic funding to find out how their loved one died, but the states get unlimited funding from the public purse. So there is an imbalance from the very beginning. But we have a right to our human life. We have a right to live. We do not have a right. They do not have a right to kill us in the most traumatic and inhumane manner that they do. I'm really sorry to hear about the circumstances of your brother, but I want you to know that you are not alone. You are not alone. Good morning to everybody here. And thank you very much for inviting me and my friend Marcia. As Marcia says, we're from the United Friends and Family in the United Kingdom. I'm here as the mother of Adrian MacDonald, who was killed by the police in year 2014. And as Marcia says, the state, the police, the prison, the probation, the NHS, the nurses, the doctors can get full funding non-stop. But as a family, we have to fight. We have to fight the people who hasn't got money. Has to fight for legal aid, and it's means tested. So that means if you've got a job and you're earning such amount of money, you cannot get legal aid. Although the person has been killed by the police or the prison probation, we have to fight constantly. Not only fighting, we have to think about the emotions. Who's supporting this man? Who is counseling the children? The mother, the brother, the grandchildren.
we have no support. You can fight, you've got to wait months before you can get counseling for the young ones that knows that their fathers died or their brothers died and they can't understand. As a mother, I was fortunate that because I worked for the NHS, I was able to get the counseling that I deserved. But for my son, my grandchildren, my friends, all the people that's died in police custody back home in England, they have to struggle to even get an appointment to the doctor so that they can see about getting counseling. It's very, very hard. I was talking, listening to this young man, listening to this young lady, and what she had to go through, it just broke my heart. And to know that it's the state that did what they did to her brother, or my son, or Marcia's brother, and no help. The problem is, the police can get help, the family can get help, they can be off sick, they can go and say it's the mental health state, it's the mental health that caused all the stress, and be off on full pay. Some of them are off and they're working on the side. And we as a family can get nothing, no help whatsoever. So I'd like all of the people here to understand what we have to go through and the support that we need from the public to understand, because it's the public that we need to uprise and to let others know what we as a family and people to just support one another and just think about this young lady's neighbor, this young man, that brother has died in such a terrific way. My son died in a terrific way. But my God, listening to hear how other people has died, it's just heartbreaking. It's just so upsetting. And I'd like just to thank everybody for listening to me and Marcia today, and just think, please support everybody, and just talk about what we've been speaking about up here to people out there so that they can understand. Thank you very much for listening to me, and I hope we do get the support from outside. Thank you. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Themen, donc moi je vais plutôt vous expliquer pourquoi nous nous sommes rencontrés ici à Berlin le 26 et 27 octobre 2019. Voilà, nous nous sommes rencontrés suite à notre constat respectif, chacun dans nos pays respectifs. On a un constat, c'est que toutes les polices de tous les États tuent impunément. Et nous rencontrons tous les difficultés à faire entendre les familles qui réclament la vérité. La vérité, c'est un vrai parcours de combattant et la justice. Et ça, quel que soit l'État. Il y a des exemples, mais minoritaires, où on arrive quand même à faire condamner l'assassin. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, avoir ce courage-là. Et il ne faut pas confondre bavure et crime, parce que souvent la presse et quelques militants utilisent le mot bavure, mais le mot bavure désigne une erreur. Et l'origine du mot bavure, il vient à l'époque quand il y avait les policiers civils et qui ne se reconnaissaient pas et qui tiraient sur eux. Mais là, on n'a pas affaire à des erreurs. On a affaire à des hommes à qui on donne le pouvoir d'avoir une arme ou le pouvoir de tuer avec leurs mains, comme la clé d'étranglement, qui est une méthode qui est interdite et dans certains pays comme en Amérique et qui est autorisée, qui continue à être autorisée en France et ailleurs. Donc on parle vraiment de crimes commis par des personnes qui, normalement, devraient nous protéger. Mais le problème qui se pose, c'est que nous, on cherche qui peut nous protéger de ces policiers-là. C'est pour ça que nous avons décidé de nous réunir ici à Berlin, pour réfléchir, pour poser nos analyses et pour voir comment on peut s'organiser dans un cadre international
pour justement nous donner les moyens de nous défendre, mais à partir de la société civile et avec des commissions non gouvernementales, parce qu'on se rend bien compte que la police est protégée par ses employeurs, c'est-à-dire l'État, et que les médias, en tout cas les médias qui sont au service de ce même État, ils protègent la justice et la justice protège la police. Donc, face à eux, on n'a pas d'autre choix. C'est pas un choix qu'on fait, on s'auto-organise pas parce qu'on a choisi de s'auto-organiser en dehors de ces systèmes étatiques. C'est parce qu'ils ne nous laissent pas le choix que nous nous organisons. Voilà, surtout devant des crimes policiers, comme là on a le cas j'ai du mal à dire, tellement c'est fort, de Oury Jalloh, ça dépasse quand même, ça dépasse les crimes de l'humanité, quoi. C'est un crime contre l'humanité. La manière dont ce corps a été indénié devant ces criminels, et surtout, ça se passe en Allemagne, ça rappelle un peu l'histoire sombre de l'Allemagne, et de ce qu'il en reste en tout cas, même si depuis il y a des évolutions et des consciences qui ont essayé de changer les choses, mais on voit bien qu'il reste qu'il reste beaucoup de travail à ce niveau-là, quoi. Après, on peut dire, bon, on ne va pas rentrer dans l'analyse, c'est pas le jour, mais non, en tout cas, on dit que ces crimes-là, ils ne sortent pas de n'importe où. C'est pas de l'improvisation. C'est bien, on a bien affaire à un système policier d'État. On a affaire, on voit bien, on n'a pas besoin il suffit de regarder les photos et les profils des victimes. On voit bien que, en tout cas pour l'Europe, que 90% des victimes font partie des minorités de chaque pays et très souvent sont des descendants des ex-colonisés. Ça veut dire que les histoires, ces histoires-là, comme elles n'ont pas été dites, elles n'ont pas été apprises, elles n'ont pas été enseignées, des excuses n'ont pas été faites au niveau des populations, eh bien, on subit les conséquences jusqu'à ce jour. Et ça, on va le dire, voilà, on a nos analyses. C'est pas le jour, mais on a nos analyses et on sait très bien que ces crimes policiers, eh bien, en fait, ils sortent pas de n'importe où. C'est pas la responsabilité d'un policier, c'est la responsabilité des États et c'est la responsabilité des systèmes qui veulent pas régler certains problèmes. En même temps, aujourd'hui, on voudrait apporter notre soutien aux activistes des Lives Black Matter qui en Amérique, depuis l'arrivée de Trump, on peut compter aujourd'hui une dizaine de morts suspectes. Et donc on veut dire que quand même, on peut dire à Trump que nous observons, que nous sommes en relation avec eux, même s'ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu se déplacer pour le peu qui reste, mais nous sommes en relation avec eux et nous observons de près ce qui se passe en Amérique. Parce que le nombre de morts entre les mains de la police, eh bien, il est en augmentation. Et on voit bien aussi que ce qui se passe, au niveau des crimes policiers, des violences policières, ce n'est pas déconnecté des politiques internationales, que ce soit la montée des extrêmes droites, on peut le voir dans les élections, ou que voilà. Et aujourd'hui, avec l'actualité internationale, qui est toutes ces populations, notamment actuellement au Chili, à qui on apporte notre soutien, des populations qui réclament juste de la démocratie et tout juste de la liberté, on voit bien que là, il est plus que nécessaire que nous nous organisons, nous, société civile, en dehors de tous ces États qui oppriment toutes les populations. Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa, je viens à Rennes. Rennes, c'est une commune en France.
Je remercie aussi le comité de Oury Jalloh qui m'a invité de France jusqu'à ici, avec les collectifs Justice Vérité pour Babacar et mon fils qui est avec moi, Pierre. Ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, Babacar c'était mon frère, il avait 27 ans. On vivait ensemble avec mon fils. Babacar, il est parti le soir du 3 décembre 2015, c'est ses amis. Il a passé la nuit là-bas. Il s'est réveillé de pleine nuit à 4 h du matin. Il a pris un couteau de table. Il s'est mutilé dans le ventre. Et son ami, il a appelé les pompiers pour avoir les aides. Et c'est la police qui sont venus. Les policiers, ils sont 8 policiers. Il y a 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Et il y a une policier de la BAC qui a tiré sur mon frère 5 balles. Avec les 5 balles que mon frère il a reçues, il y a une balle par les fesses gauche et 4 balles ici. Et la policier, il a dit que c'était une ultime défense. Et comment tu peux tirer une personne 5 balles dans son corps? En plus, avec les 5 balles, tu l'as menotté au sol pendant 1 heure et tu es en train de dire que c'est une défense. Et très vite, moi à l'époque je ne sais pas lire et écrire aussi dans l'information pour apprendre à parler français et apprendre à lire. Ils ont fait l'autopsie. Ils sont sortis le corps, ils sont mis dans les funérailles. Moi, je n'étais même pas encore au courant que mon frère est mort. Quand je suis au courant que mon frère est mort, j'étais pas bien, j'étais hospitalisée. Le commissariat, en ce moment-là, je ne connais pas encore le commissariat. J'ai demandé à un ami qui m'a accompagné. J'ai arrivé là-bas. Ils ne voulaient pas mon ami qui rentre avec moi dans les bureaux. Mais première chose que je dis à eux, moi je ne sais pas lire et écrire. Mais je voulais savoir si c'est mon frère, est-ce que c'est lui qui est mort. On m'a fait une chantage. Ils sont sortis tout de suite. La photo de mon frère où il est mort, on me l'a montré. J'étais sur le choc encore. On m'a dit, donne-nous on te dit où est ton frère, il faut que tu nous donnes son carte d'identité. Moi j'ai dit, je viens d'arriver au l'hôpital. Ils sont venus chez moi pour que je donne les cartes d'identité. J'attendais pas qu'eux, ils vont fouiller chez moi. Ils sont fouillés chez moi pour s'assurer comme si mon frère, elle est drogue. Il prend drogue ou il vend de drogue. Parce que les gestes qu'ils ont faits, c'est ça. Et moi, j'ai confiance parce que je connais mon frère. Quand tu vis avec quelqu'un, tu le connais. Mon frère, il est arrivé en France, il faisait le sport, il prenait des cours français comme moi, il ne sait pas parler bien français. Et les policiers, ils savent que mon frère, il est déjà mort le jour-là. Le lendemain, ils ont porté plainte contre mon frère qui est déjà mort. Comment tu peux porter plainte à une personne qui est déjà morte, qui ne peut plus te témoigner? Mon retour au Sénégal après le corps, j'ai appris qu'ils ont classé le dossier sans suite. Et le premier avocat, il n'a pas déposé les plaintes au parquet que j'ai demandé avant de ramener le corps. C'était trop dur pour moi parce qu'en ce moment-là, je suis seule la famille en France. J'ai pris encore une juste parce que je suis arrivée dans ce bureau au tribunal avec cet avocat.
Je suis mon propre avocat. C'est moi qui parlais avec les juges. Je lui posais des questions. Pourquoi les policiers, ils sont 8 policiers, ils n'arrivent pas à maîtriser mon frère qui mérite, on l'aide, il a besoin d'aide. Il m'a répondu, ton frère, parce que je lui ai dit pourquoi ils ne sont pas maîtrisés. En plus, on l'a menotté au sol. J'ai appris qu'on l'a menotté au sol pendant 1 heure. Elle m'a dit, parce que votre frère, elle est musculé. C'est pour ça qu'on l'a menotté. J'étais encore choquée. Parce que c'est une menace qu'ils ont fait, les pressions pour qu'ils ont gagné la force sur moi. Mais moi, je dis, je suis Babacar. Je me bats pour toujours. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de morts. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de familles victimes qui me soutiennent et beaucoup de collectifs. Je dis, Awa, tu n'es plus seul. Là, tu as ta famille maintenant. On est en famille, nous tous. Il faut qu'on continue à se battre. Parce que ce n'est pas normal. J'ai demandé une expertise balistique. Et l'expert, il n'a révélé aucune balle, il n'a pas venu en face de mon frère. Et aussi les armes qui sont utilisées sur mon frère, ils sont détruits les armes par une erreur. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, je demandais une reconstitution. On ne m'a pas encore donné la date, mais on m'a dit ça peut être au début décembre. Et là, j'ai besoin de soutien parce que je sais comment ils sont capables, les policiers. Parce que le policier qui a tiré sur mon frère, on l'a muté dans une commune où il habite. Il continue à porter ses jambes. Il continue à porter son uniforme. Ce n'est pas normal. Et les autres policiers, ils ont fait des témoignages différents. C'est une grosse mensonge. Parce que comment mon frère, il a reçu des 5 balles, il a fait une chute de 2,50 m et il se lève encore avec son couteau pour suivre un policier dans l'escalier. C'est une grosse mensonge. Ils ont assassiné mon frère 100 fois. Mais je veux montrer l'état, je suis Babacar. Maintenant, pour les reconstitutions, je ne veux pas que ça soit pour seulement les policiers qui ont tué mon frère. Je veux que ça soit avec tous les policiers qui sont appliqués le mort de mon frère. Je veux que ça soit public. Merci beaucoup, c'est dur parce que... Mein Name ist Hatice, ist mein Bruder gewesen. Ich komme aus Österreich, aus Wien. Meine Eltern leben seit den 70er Jahren in Österreich und wir sind dort sozialisiert und groß geworden. Und mein Bruder ist in Wien nur 28 Jahre alt geworden. Er war krank, das heißt, er war schizophren und zeitweise, wenn er die Behandlung gemacht hat, konnte er ein gutes Leben führen. Und die Stigmatisierung einer Krankheit ist in der Gesellschaft noch immer vorhanden. Und die Krankheit, vor allem die Schizophrenie, wird in der Gesellschaft sehr schief angesehen und man achtet diese Personen nicht. Binali hatte an diesem Tag wieder eine Krise und meine Mama war alleine zu Hause mit ihm und hat da ein Patient, wenn er selbst nicht zum Arzt geht, durch die Polizei zum Arzt gebracht wird oder in ein Spital. Diese Aufforderung musste meine Mutter nachgehen und auf dem Polizeirevier hat man gesagt, bitte warten Sie, wir bringen Sie nach Hause. Sie kamen nach Hause und haben die Wohnung durchgesucht. Sie haben alle Schubladen aufgemacht, quasi nach Waffen oder Messern gesucht.
Aber es war alles, also die Küche war vollkommen in Ordnung, es hat kein Messer gefehlt. Binali ist in der Stadt auf der Kärntnerstraße herumgeirrt, das ist eine Fußgängerzone. Es war ein helllichter Tag, er war barfuß, er hat ein T-Shirt und eine kurze Hose angehabt. Er ging dann in eine Seitenstraße und hat dort vor dem Laden, ist auf und ab gegangen und hat versucht, selbst mit sich sprechend, ist in den Laden rein und hat gesagt, geben Sie meine Autoschlüssel. Die Verkäuferin hat gemeint, hey, was soll das, und hat ihn rausgejagt. Er kam dann ein paar Minuten später noch einmal rein und ihr Gatte hat dann daraufhin die Polizei gerufen. Mein Bruder hat sich umgedreht und ist weitergegangen. Die Polizei, ja, zuerst haben ihn 2 Polizisten verfolgt, die Straße entlang. Er hat auf ihre Rufe nicht reagiert, er war verwirrt, weil man deutlich sichtbar, wie es Augenzeugen bei Gericht sagen konnten. Er lief weiter und sie verfolgten ihn auch noch mit einem Auto, Polizeiauto, in der Stubenpastei. Das ist eine kleine Fußgängerzone. Stellen Sie sich vor, es ist Nachmittag, es ist ein heißer Tag, die Leute gehen einkaufen, die Leute sind in der Stadt. Und auf diesem Bild ist es genau sichtbar, sie haben das Auto vor ihm geparkt, alle 4 haben die Waffen gezückt. Ein Polizist, der 7 bis 8 Meter vor ihm stand, hat ihn, das nennt man Blattschuss, das haben wir bei Gericht gelernt und herausgefunden, getötet. Das heißt herznah und Lungen. Sie haben einen Kreis um ihn gebildet, haben ihn verbluten lassen, haben keine erste Hilfe geleistet. Ein in einem Restaurant sitzender Arzt, der zufällig da war, ist zum Auto, hat seinen Erste-Hilfe-Koffer geholt, hat die Erste Hilfe geleistet, nachdem die Polizei den Polizisten eigentlich den Kreis nicht öffnen wollten. Er sagt, ich bin Arzt, ich muss helfen. Und er hat uns auch später gesagt, es sind wertvolle Minuten vergangen und in diesen wertvollen Minuten hat er noch mehr Blut verloren. Das war am Samstagnachmittag, Sonntag in der Früh in einer Tageszeitung, in einer, ich sage, rechten Zeitung, hat man sein Bild veröffentlicht, aber nicht sein lebendes Bild, sondern man hat einen Toten fotografiert und geschrieben, wir haben in Wien einen Räuber erschossen. A, Aufforderung, hey Ausländer, passt auf, ihr könnt der Nächste sein. B, sie haben ihn noch einmal getötet, indem sie sein Todesbild so veröffentlicht haben. Sonntag Nacht gegen 11 Uhr nachts ist die Polizei zu meiner Mama in die Wohnung und hat ihr das tote Bild meines Bruders gezeigt und hat gesagt, Frau Ilka, ist das Ihr Sohn? Stellen Sie sich vor, da ist eine Frau, das war vor 17 Jahren, sie ist jetzt 73 Jahre alt. Wie reagiert eine Mutter? Was macht eine Mutter? Okay, die Mama hat versucht dann zu telefonieren, wir sind dann in die Wohnung, ich und mein Bruder, Ismail, mein Bruder und sie haben uns, er hat Delikte begangen und es war halt so und wir mussten ihn erschießen. Es war 1 Uhr nachts, haben wir im AKH, das ist ein großes Spital, Universitätsklinik, haben wir, ich sage mal so, ich habe Pontius Pilatus auf die Beine gestellt. Wir haben um 1 Uhr nachts ihn gesehen, weil wir das wollten, weil wir wissen wollten, ist das der Binali? Kann er das sein? Und am nächsten Tag hat uns die Polizei eingeladen, man hat uns eine Story aufgetischt, also er wäre raubend, mordend durch Wien gezogen und hätte das und jenes angestellt und deswegen dieser Schusswechsel. Binali ist in keinem Urteil, es gab kein Urteil gegen Binali. Es gab keine Delikte, die sie ihm vorwerfen konnten, keine gerichtlichen Akten, nichts. Er war krank und wir mussten jedes Mal die Polizei rufen, um ihn ins Spital zu bringen.
Wir haben ihn geliebt. Er war ein Teil unseres Lebens und auch mit seiner Krankheit war er ein Teil unseres Lebens. Wir haben nach 2 Jahren einen Prozess angestrengt. Hat sich wirklich sehr, sehr große Mühe gegeben, Dr. Seuer, aber die Staatsanwältin, die Richterin und die Polizisten haben ein abgekartetes Spiel gespielt. Alle Aussagen waren gleich von den Polizisten. Bei Gericht ist uns ins Gesicht gelacht worden als Familie, so ihr verdammten, ihr beschissenen Tschuschen. Das ist ein Ausdruck in Österreich, den man als Ausländer verwendet. Was wollt ihr? Dieser Polizist, der feiert jetzt, das haben wir jetzt. Das Gericht hat den Polizisten durch den Gutachter, der selbst ein Polizist war, freigesprochen anhand mangelnder Schussausübungen. Das heißt, die Polizisten bekommen zu wenig Schussübungen, deswegen können sie jemanden töten. Diesen Freibrief, den hat die österreichische Polizei durch diese Verhandlung, durch diese Gerichtsverhandlung, die ein Farce war, bekommen. Sie müssen sich vorstellen, als Familie leidet man darunter, vor allem meine Mama. Und die Problematik ist, wir haben nicht geschwiegen. Ich habe eine 10-Jahres-Gedenkfeier veranstaltet, auch mit politischen, namhaften Leuten, die für das reden wollten, für das gerade stehen wollten. Ich freue mich, dass man mich zufällig in Wien gefunden hat. Ich möchte mich bei der Initiative natürlich recht herzlich bedanken, diese Mühe gehört zu werden, nicht zu schweigen, dass wir um Gerechtigkeit kämpfen werden, weil ich oder wir alle sagen, heute war es mein Bruder, morgen kann es dein Bruder sein. Und ich möchte mit einem Satz abschließen, mit einem von Staatsräson, der aufgehängt wurde in der Türkei, und seine Worte waren, ich werde es zuerst auf Türkisch und dann auf Deutsch sagen: Ben sizin yalanlarınıza ve hillelerinize baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben size boyun eğmeyeceğim. Bu da size dert olsun. Ich konnte gegen eure Lügen, Verleumdungen mich nicht erwehren, nicht angehen. Das hat mir Sorgen gemacht. Aber ich werde mich nicht euch beugen, vor euch verneigen und nicht in die Knie gehen. Das soll euch eine Lehre sein und für euch Sorgen bereiten. Wir geben den Kampf nicht auf. Wir werden für unsere Brüder gerade stehen und sagen, das ist geschehen, bitte lasst es nicht noch einmal geschehen. Danke. Moi, je m'appelle Patrick. Je suis un syndicaliste, en même temps activiste. Et je m'occupe aussi de l'immigration. Je viens de l'Italie. Et ce qui ressort aujourd'hui, ça montre que l'histoire du monde n'a pas changé. Nos aînés ont lutté pour la justice. Il y a une élite à travers le monde, même si le droit civique aux États-Unis. Il y a une élite de liberté et de droit en Afrique du Sud. Il y a eu des assassins de personnes qui ont contribué
ici en Allemagne pendant l'époque nazie, qui ont été jugés même après 50 ans. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, on a dit que ce monde n'a pas changé. Cette volonté de l'injustice que nous remarquons, cette volonté de l'injustice existe seulement pour les uns et non pour les autres, pour le riche et non pour le pauvre. Pour les gens qui ont le droit et non pour les minorités, c'est-à-dire pour les réfugiés, non, pour les immigrés, non, pour le demandeur d'asile, non, pour celui qui a la race différente du mien, non. Alors, l'histoire nous a rien appris. Et moi, je crois que le monde sans justice ne sera pas un monde de paix. Et je crois que vous, en tant que journalistes, nous, en tant que société civile, on a une grande responsabilité sur ce qui se passe. C'est pour cela qu'on doit les dénoncer. Ces familles qui sont là présentes, s'ils n'auront pas la paix, s'ils n'auront pas la justice, ils n'auront jamais la paix. Ils les porteront ces malheurs à toute leur vie. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, la justice. Nous vivons en Europe. On a remarqué que même si un Allemand, un Français, un Italien qui est tué quelque part au monde, il y a toujours le gouvernement derrière qui s'y intéresse. Mais comme ce sont des gens, peut-être pour quelques autres, pour quelqu'un de nous, différents de nous, on ne s'y intéresse pas. Ces gens qui tuent, ces policiers qui tirent, ils ne sont pas responsables. Et ils sont victimes de leur ignorance parce que l'État que nous vivons le permet de tuer. Nous vivons aujourd'hui dans le sud de l'Europe, en Italie, en Méditerranée, un grand fléau. Les immigrés qui cherchent à traverser la mer Méditerranée et qui rentrent en Europe, qui meurent morts depuis 2008. Et personne n'en parle. Mais nous, on est sûr, si c'était les Européens, aujourd'hui, toute l'Europe allait s'élever. Et cette forme de justice que nous vivons, qui vivent avec nous, qui sont dans nos territoires, qui sont aussi à Berlin, la police le tue de la même manière. Parce qu'ici, on a des raisons futiles, inutiles. Si on voit des raisons où Babacar a été tué, des raisons inutiles, futiles. Si on voit des raisons de la dame qui a parlé, qui vit en Vienne, son frère qui était malade, il a été tué, des raisons futiles, inutiles. Donc nous vivons dans un monde qui n'a pas conscience. L'être humain n'a plus de valeur. C'est ça le monde que nous vivons. Mais moi, je ne vais pas être complice de ça. Moi, je vais lutter contre ça. Ça me fait la honte. C'est inacceptable. Cette forme d'injustice sur les minorités, cette forme d'injustice sur la couleur de genre, comme a dit Faïma, 4 des Arabes
des Roms, des Noirs, les gens qui viennent d'ailleurs. On refuse de parler de droit en Europe, mais on préfère parler de droit ailleurs, en Chine, en Afrique, en Turquie. Mais ici, où nous sommes, quel monde nous vivons? Quel monde nous vivons? Parce que les gens qui viennent ici, que ce soit immigrés, ils font partie de cette... Donc, c'est ça considéré comme une Autrichienne. Nous tous, nous sommes là, nous faisons partie de cette société. Mais on est toujours considérés devant la police comme des gens qui viennent d'ailleurs, comme des gens, notre vie est banale. Donc, la banalité même de la vie humaine. C'est ça le monde nous vivons. Le monde qui bouge, mais le monde qui bouge ne bouge pas pour tout le monde. Et c'est ça même la cause aussi de l'immigration du pays du Sud vers le pays du Nord. Parce que les gens qui quittent l'Afrique et qui viennent jusqu'ici, ce ne sont pas des gens qui quittent parce qu'ils ont fait un choix, mais pas parce que, je crois, l'immigration fait partie de la nature humaine. Mais il y a des Européens qui voyagent tranquillement, qui vivent tranquillement, qui s'installent tranquillement partout dans le monde. Et ils ont le droit, ils sont protégés. Mais quand il s'agit, quand ils trouvent la mort, il n'y a pas la justice. Parce que les autres se permettent d'enlever la vie des autres. Moi, j'aimerais qu'en sortant d'ici, on puisse, chacun de nous, contribuer à sa manière à la société civile. Pour l'opinion publique, ce n'est pas la même vérité. On dira, Babacar, c'était un criminel. Il vendait la drogue. C'est ça qu'on disait nous. On criminalise même nos morts. Et la société civile croit de ça. Ils sont complices aussi en quelque sorte. C'est pour cela, la chose, on devait être nombreux. Nous sommes dans un processus de construction pour que tout le monde s'élève contre cette forme de justice. Pour qu'on soit nombreux à dénoncer ça. On peut travailler en collaboration pour dénoncer ces systèmes de justice. Être au sens de notre vie, de nos intérêts, l'être humain. Quelle que soit la couleur de peau, on a tous le sang rouge qui coule entre nos veines. C'est ça qui nous unit. Mais souvent l'homme oublie ça. On a le même problème aussi, de l'injustice et de la violence de l'État et de la police contre les immigrés. Nous travaillons au niveau américain, on parle de l'Europe, donc le problème est global. Et nous, on a lancé une manifestation internationale contre l'État et la violence de la police le 15 mars 2019, où chaque État, 15 mars 2020, et chaque État, en cette journée du 15 mars, fera des mobilisations nationales contre la violence de l'État et contre la police. C'est un processus international. Parce que la violence, le comportement de la police allemand et français est le même comportement que nous voyons aussi en Italie et en Espagne, avec l'enclave de Ceuta et Melilla. La Guardia civile, il continue toujours à tuer. Et personne n'en parle. La presse n'en parle pas. Parce que ce sont des morts de minorités et des morts sans valeur. Et nous, on ne peut pas être complices. Je conclue mon intervention en disant que s'il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas aussi la paix pour personne. Je vous remercie. No justice
peace, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Gibt es noch Fragen? Dann können die jetzt gestellt werden. Y a-t-il des questions? Telle est la question. How can you have nothing to ask after that? How? Are you so shocked? It's difficult to ask. Your silence speaks volumes. Maybe it would be great to share some of the strategies that you were discussing at the conference with the public. Some analysis, some steps. It is important that the families internationally share their experiences, and what you see is a common denominator. What we found is that there is a common thread in all the cases. I've never met these families before in my life, but our experience is identical. That is not coincidental. How can that be coincidental? This is real. Our tears are real. They are not a lie. And our tears was wrapped with 13 feet of tape in front of her 5-year-old child until she died. That was at least 25 years ago in the United Kingdom. And nothing happened to those officers. You know, there's been over 1,700 deaths in police custody in the United Kingdom. These are some of the faces here behind you. Go online by Ken Farrow, Migrant Media. There's films, Injustice. Who educate yourselves to understand our pain, please, because we need the support of the public. The public's interest can win, and that is why they don't want us to talk, they don't want us to unite, and they keep the cases, the individual cases. They want them to show the common. Also wirklich jetzt hier uns Hellhäutigen, wenn wir irgendwelche Repressalien vom Staat erleben müssen, fragen wir uns denn nicht mal, wäre ich mit Migrationshintergrund Darf ich darauf antworten? Ich meine, ich habe weiße Hautfarbe, mein Bruder hatte weiße Hautfarbe, aber schon die Bezeichnung dessen, dass er ein Südländer war, das über Funk, diese Bezeichnung lief, man hat es uns sogar anhören lassen. Und Sie haben jetzt die AfD angesprochen. In Österreich war die rechte Partei, die FPÖ, jetzt an der Regierung mit einer christlichen Partei. Okay, sie sind wegen einem Skandal, ist die Regierung auseinandergefallen, aber man liebäugt wieder mit der FPÖ eine Koalition zu bilden, und was heute zum Beispiel in Thüringen geschah, macht mir Sorgen. Sie als 73-Jährige, meinen Respekt, ein Danke, dass es solche Menschen wie Sie noch gibt. Danke. Einen Respekt an Sie. Und ich möchte sagen, unsere Sensibilisierungsarbeit, unsere Statements, unsere Forderungen sind keine Forderungen, die man nicht erfüllen könnte. Aber wenn der Staat, die Justiz, quasi eine Parallel anderer Rasse, anderer Hautfarbe oder auch gleiche Hautfarbe, nur weil sie nämlich genehm ist, zu töten oder sie abzuführen und zu sagen, du musst schweigen. Wir müssen reden, wir müssen aufstehen. Und ich denke, das funktioniert nur Hand in Hand. Ich meine, man sagt im Türkischen, wo das Feuer hinfällt, dort ist der Schmerz. In unser Herz ist das Feuer hineingefallen und wir spüren den Schmerz.
Aber das heißt noch lange nicht, dass ich will, dass es jemand anderem passiert. Um das zu vermeiden, sind Sie und sind wir alle gemeinsam. Bruder Patrick hat es ja sehr schön ausgedrückt, wir haben alle rotes Blut. Und dieses Verständnis, dieses Wissen, wenn wir das weitergeben können, wird es weder eine Penalität geben noch an andere Fälle geben. Aber was machen wir als Gesellschaft? Wir schauen und schweigen. Und dieses Schweigen, das akzeptieren wir nicht, deswegen sind wir da und sagen, hey, es gibt da was, wir reden. Sie müssen sich vorstellen, wenn meine Mama einen Polizisten sieht und in dem Bezirk, wo wir wohnen, kennt man uns und weil ich auch politisch tätig bin, wissen Sie, wie sie uns anschauen? Hey, wir kennen dich. Und diesen Blick, den möchte ich nicht, dass es meine Kinder, andere Kinder erleben, andere Menschen erleben. Ich meine, für die europäische Integration, was müssen wir noch tun? Was sollen wir noch tun? Und ich kann jetzt darauf hinweisen, dass man Menschen rief, also Arbeiter rief, Menschen kamen mit Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse haben die Politiker verabsäumt, dass man für diese Menschen etwas tut. Und ich denke, dass es in Italien oder dieser Migrationsfluss, der jetzt vorhanden ist, auch ein Teil unserer Gesellschaft schuld ist. Und nicht die Kolonisation, die ja gemacht worden ist, bewirkt, dass heute solche Fälle passieren. Aber wir vergessen, dass du und ich alle nur 9 Monate im Bauch unserer Mütter waren und niemand hat das Recht, niemand, mir mein Leben zu nehmen oder meinem Bruder sein Leben zu nehmen. Und wissen Sie, diese Entschuldigung einer Mutter im Gerichtssaal ins Gesicht zu lachen, wirklich zu lachen. Und das war ein 1,90 Meter Höhe. Und meiner Mutter nur ein kleines Wort, hinzugehen, Frau Ita, es tut mir leid. Es hätte meinen Bruder nicht zurückgebracht. Aber meine Mutter würde verstehen, ich würde verstehen, sie würde verstehen, dass das gegenüber ihnen auch ein Mensch ist. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass es Menschen sind, die solche Repressalien gegen uns tun. Das zu vermeiden, nicht zu schweigen, aufzustehen, miteinander und zu ermöglichen, dass es niemandem noch einmal passiert. Ce que la dame disait avant, et c'est cette banalité-là que nous on se retrouve aussi, même avec l'approche. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation que même la police qui contrôle quelqu'un qui n'est pas autochtone, il a déjà une façon d'agir qui enlève à la personne la dignité et le respect. Et je crois que ça, c'est déjà quelque chose qui crée un problème. Parce qu'on respecte les gens, non parce qu'il a une autre couleur ou parce qu'il vient d'ailleurs. Moi, j'insiste sur ça. C'est pas question de race ou de couleur ou quoi, mais on croit, nous, que c'est une question de race et de couleur. Or, parce qu'ils disent, c'est pas question de race et de couleur. Mais moi, je crois que dans le cas de Babacar, si c'était un Français blanc et non noir, on allait appeler le SAMI, le médecin l'est arrivé pour l'amener à l'hôpital. Mais ils ont envoyé les policiers et les policiers ont tiré sur quelqu'un qui était dans l'agissement. Ça n'a pas de sens. Dans le cas de son frère, ils ont tiré, ils ont même dit que les policiers n'ont pas bien tiré, alors ils l'ont abattu. Mais vous croyez, si on disait ça à un Allemand, pour vous ça allait être plus facile? Ou pour un Français blanc, ça allait être plus facile? Ou par exemple le frère de notre sœur ici, à la police on l'a menacé, mais noté comme un esclave, torturé. Si c'était un Anglais, vrai, de peau blanche, ça allait être facile. On n'accuse personne du racisme, mais moi je crois que les extrêmes du racisme et de la discrimination dans nos policiers, il y en a. Et on ne peut pas se cacher de les dire, on doit les dire. C'est le racisme d'État. Et ça vient du haut et ça descend jusqu'aux policiers et jusqu'à la société civile.
Parce que moi, quand il me contrôle, la police parfois, il ne me salue pas, il me dit descends dans la voiture, est-ce que tu as un permis? Mais monsieur, je conduis une voiture parce que j'ai un permis quand même. Vous comprenez? Mais si j'étais un blanc, je vais avoir une approche différente. Et nous vivons actuellement en Europe une période de xénophobie, de discrimination, de racisme et de menaces dans les minorités qui est permanente. Permanente. Parce que nos sociétés ont changé de forme. En Europe, ici, vous avez fait la guerre pour la liberté. Il y avait la crise ici. Les Italiens s'émigraient pour aller aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en France et partout. Vous avez connu l'époque des guerres. Vous avez connu les discriminations. C'est pour cela, moi, je dis que nous, pour un monde meilleur, il faut que les autres aussi soient bien. Si les autres ne seront pas, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de richesse équilibrée, équitable, distribuée dans la collectivité. Pour tout le monde, nous vivons toujours un monde de guerre et de conflits. Et ça a été prouvé aux États-Unis. Quand un noir a pris une arme pour tuer aux policiers blancs. Parce qu'aux États-Unis, on a remarqué que les policiers blancs, ils ont le pistolet facile vers le noir. Et ça, on ne peut pas en cacher. Il faut le dire. Et là, s'il n'y aura pas la justice, en tout cas, je vous assure, il peut y avoir de vengeance et de mort. Un monde comme ça, personne n'en veut. Personne n'en veut. Alors nous voulons vraiment que l'État puisse mettre fin à cette forme d'oppression, d'agression, même sur le loi. On parle de gens qui sont morts. Mais si on va voir le loi qui régit, qui contrôle l'immigration, mais c'est une forme de violence physique et morale. Notre vie est liée en Europe avec un coup de passe. Je perds ces papiers, je n'existe plus. Je suis devenu un fantasme. Un fantasme. Donc quelqu'un sans avenir, sans vie. C'est ça, le monde sans valeur dont nous on parle. Il y a des travailleurs qui n'ont pas de droits. Il y a des femmes, des minorités qui sont menacées, violées et maltraitées, toujours dans les minorités. Parce que les lois qui régissent l'immigration aussi sont discriminatoires. Donc, étant que l'Europe a besoin aussi de main-d'œuvre, l'Europe a besoin aussi de gens pour travailler, et je crois que le droit du travail, on doit avoir ça pour tous. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Gibt es noch Fragen? Dann möchte ich mich bei allen bedanken. Je voulais juste compléter par rapport à la question. La question qui a été posée tout à l'heure, juste pour compléter ce que notre sœur de l'Angleterre a dit. Au niveau de la stratégie, en fait, on ne va pas tout dire là maintenant, mais juste au niveau de la stratégie, dire que ce qui est important suite à cette rencontre, ce qu'on réfléchit surtout, c'est d'élargir un peu les commissions internationales et en même temps lancer un appel. On a besoin de plus d'experts civils qui puissent renforcer un peu le projet. Ça veut dire que pouvoir avoir plus de commissions internationales civiles, donc on a besoin de plus d'experts sur certaines, comme par exemple sur les tasers, sur les techniques, voilà, pour justement faire nos propres enquêtes quand l'État, quand la justice ne remplit pas cette fonction-là. Von der Familie Oury Jalloh auch mit hier sind. Und vorne. Ja, danke, dass Sie alle gekommen sind und danke, dass ihr da seid.
at this very, very important conference and to meet other families. Let's do this. We need justice. Thank you very much.